vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. Si secrets que puissent être les sentiments ou les visées d'un homme lorsqu'il s'installe quelque part, cette vérité est tellement ancrée dans l'esprit des familles des environs qu'elles voient en lui la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. « Mon cher Mr. Bennet, lui dit un jour sa femme, savez-vous que le domaine de Netherfield Park est enfin loué ?» Mr. Bennet répondit que non. « C'est pourtant le cas, reprit-elle, car Mrs. Long en revient et elle m'a tout raconté. » Mr. Bennet ne répondit pas. « Vous ne voulez pas savoir qui est le nouveau locataire ?» demanda sa femme avec impatience. « Vous avez envie de me le dire et je n'ai rien contre le fait de l'entendre. » Elle n'eut pas besoin d'autre encouragement. « Eh bien, mon cher, sachez que, selon Mrs. Long, un jeune homme très riche, originaire du nord de l'Angleterre, s'est installé à Netherfield. Il s'y est rendu lundi dernier en voiture de poste à 4 chevaux, et le domaine lui a tellement plu qu'il a immédiatement fait affaire avec Mr. Morris. Il doit s'y installer dès la Saint-Michel, et quelques-uns de ses domestiques viendront à la fin de la semaine prochaine. Comment s'appelle-t-il ? Bingley. Est-il marié ou célibataire ? Oh, il est célibataire, mon cher, cela ne fait aucun doute. Un jeune homme seul et fortuné, 4 ou 5 000 livres de rente annuelle. Quelle aubaine pour nos filles ! Ah bon ? En quoi cela peut-il les concerner ? Mon cher Mr. Bennet, répondit sa femme, ce que vous pouvez être pénible. Sachez que je pense à lui faire épouser l'une d'elles. Vous venez d'écouter les premières lignes d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. Au programme aujourd'hui, la campagne anglaise, de jeunes et riches gentlemen et une absence totale de gastronomie. Bienvenue dans La Voie des Lettres, épisode 19. Je continue sur la lancée de la semaine dernière et vous propose aujourd'hui un nouveau classique, anglais cette fois-ci, mais rassurez-vous, ça ne se mange pas. Jane Austen est l'une des plus célèbres autrices britanniques, grâce à Orgueil et préjugés, un chef-d'œuvre publié en 1813. Historiquement, cette date coïncide avec la fin du règne de Napoléon. Scientifiquement, c'est à cette période qu'un chimiste écossais postule que tous les éléments sont des composés de l'hydrogène. Son hypothèse se révélera fausse, mais nous n'oublierons pas ce chercheur méconnu au nom complètement éclaté, William Prout. C'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui une page Wikipédia où on peut lire, le plus sérieusement du monde, « Le Prout est une unité obsolète d'énergie qui était employée en physique nucléaire. » On y apprend aussi que le proton a failli s'appeler le prouton, ce qui aurait sûrement lancé de nombreuses vocations. Mais je m'égare. Nous parlions de Jane Austen et de son roman le plus connu, Orgueil et préjugés, qui a depuis été de nombreuses fois adapté à la télévision et au cinéma, plus ou moins librement. On a le classique film d'époque, comme celui de 2005 avec Keira Knightley, qui respecte la trame du roman, mais aussi des adaptations plus libres, notamment Orgueil et préjugés et Zombies, dans lequel les filles de Mr. Bennet ont suivi une formation de ninja dans un monastère Shaolin avant de revenir dans le Hertfordshire pour contrer une invasion de zombies. Dans le roman original, Mr. et Mrs. Bennet ont 5 filles et comme vous l'avez entendu un peu plus tôt, Mrs. Bennet est bien décidée à marier l'une d'elles à Mr. Bingley, un riche et beau jeune homme qui vient de s'installer dans la région. L'aînée des 5 filles, Jane, est un exemple de grâce, de politesse et de bonté et tape tout de suite dans l'œil du fameux Bingley. Celui-ci organise un bal et invite, en plus des habitants de la région, son ami Mr. Darcy, personnage en apparence hautain et antipathique. C'est en tout cas la première impression d'Elizabeth, deuxième fille des Bennet, qui se distingue par son intelligence, son sarcasme et son effronterie. Nous les retrouvons un peu plus tard dans le roman. Une fois le café pris, le colonel Fitzwilliam rappela à Elizabeth sa promesse de lui jouer un morceau, et elle s'installa tout de suite face à l'instrument. Il tira une chaise pour se mettre à côté d'elle. Lady Catherine écouta la moitié d'une chanson et se remit à parler à son autre neveu. Puis ce dernier s'éloigna et, s'approchant à pas mesurés du pianoforte, comme il avait coutume de le faire, il se plaça de façon à bien voir le visage de la belle musicienne.
Elisabeth s'aperçut de son manège et, à la première pause qui se présentait, elle se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Vous voulez me faire peur, Mr. Darcy, en venant m'écouter du haut de votre grandeur ? Mais je ne me laisserai pas impressionner, même si votre sœur, elle, joue si bien. Il y a chez moi une manière d'opiniâtreté qui fait que je ne me laisse jamais effrayer. Chaque fois qu'on essaie de m'intimider, je n'en ai que plus de courage. » « Je ne dirai pas que vous faites erreur, répondit-il, parce que vous ne croyiez certainement pas que je souhaitais vous effrayer, et j'ai le plaisir de vous connaître depuis assez longtemps pour savoir que vous aimez beaucoup, à l'occasion, émettre des opinions qui ne sont pas les vôtres. » Elisabeth rit de bon cœur en entendant le portrait qu'il peignait d'elle et dit au colonel Fitzwilliam : « Votre cousin vous donne là une bien belle opinion de moi. Il vous apprend à ne pas croire un mot de ce que je dis. Je n'ai pas de chance d'avoir rencontré une personne si bien placée pour révéler mon véritable caractère, dans une partie du monde où j'espérais bien donner le change. En effet, Mr. Darcy, il est fort peu généreux de votre part, et bien mal avisé aussi, permettez-moi de vous le dire, de mentionner tout ce que vous avez appris sur mon compte dans le Hertfordshire, car cela m'encourage à me venger, de sorte que certaines choses susceptibles de choquer votre famille pourraient bien être divulguées. » « Je n'ai pas peur de vous, » fit-il en souriant. « Dites-moi un peu, je vous prie, les faits dont vous l'accusez, » s'écria le colonel Fitzwilliam. « J'aimerais savoir comment il se comporte parmi les gens qu'il ne connaît pas. »« Très bien, vous allez tout savoir, mais préparez-vous à quelque chose d'épouvantable. La première fois que je l'ai vu dans le Hertfordshire, comme vous le savez sans doute, c'était lors d'un bal, et à ce bal, que pensez-vous qu'il fit ? Il n'a dansé qu'à 4 reprises. Je suis désolé de vous faire de la peine, mais c'est la vérité. Il n'a dansé qu'à 4 reprises, bien que les messieurs fussent rares, et je tiens pour certain que plus d'une demoiselle était là à faire tapisserie. Mr. Darcy, vous ne pouvez pas nier les faits. Je n'avais pas, à cette époque, l'honneur de connaître une seule jeune fille en dehors de celle qui m'accompagnait. C'est vrai, et personne ne peut jamais être présenté dans une salle de bal. Eh bien, colonel Fitzwilliam, que dois-je jouer ensuite ? Mes doigts sont à vos ordres. Peut-être, dit Darcy, aurais-je fait preuve de plus de discernement si j'avais cherché à être présenté, mais je n'ai pas l'art de me faire valoir auprès d'inconnus. Demanderons-nous à votre cousin quelle en est la raison ? Rétorqua Elisabeth, qui s'adressait toujours au colonel Fitzwilliam. Lui demanderons-nous pourquoi un homme sensé, qui a de l'éducation et qui a vécu dans le monde, n'a pas l'art de se faire valoir auprès d'inconnus ? Je puis répondre à votre question, dit Fitzwilliam, sans faire appel à lui. C'est parce qu'il ne s'en donne pas la peine. Vous l'aurez compris, c'est Elisabeth la véritable héroïne du roman. Et si vous voulez du romanesque, vous allez être servi. L'histoire regorge de rebondissements, de demandes en mariage espérées ou éconduites, de scandales familiaux et de révélations sur un passé secret. On se laisse porter d'un chapitre à l'autre et les 400 pages du récit défilent à toute vitesse. Mais Jane Austen n'excelle pas seulement dans la structure narrative. Elle a aussi un style incisif et précis qui d'une part rend les événements et les personnages très crédibles et d'autre part accroche le lecteur par son humour et son ironie. Les sots en particulier font les frais de sa plume et, dans le passage qui suit, c'est au tour de la mère d'Elisabeth d'avoir son portrait au vitriol. Si l'opinion d'Elisabeth s'était fondée sur le seul exemple de sa propre famille, elle n'aurait pas pu se faire une idée bien agréable de la félicité conjugale ou du bien-être familial. Son père, fasciné par la jeunesse et la beauté, et par cette apparente bonne humeur que donnent généralement la jeunesse et la beauté, avait épousé une femme dont la faible intelligence et l'esprit borné avaient, dès le début de leur mariage, mis rapidement un terme à toute réelle affection pour elle. Le respect, l'estime et la confiance s'étaient envolés pour toujours, et toutes ses idées sur le bonheur conjugal avaient été mises à mal. Mais Mr. Bennet n'était pas de ceux qui cherchent à se consoler de la déception causée par leur propre imprudence, en s'adonnant à l'un de ces plaisirs qui réconfortent trop souvent les malheureux de leur folie ou de leur vice. Il aimait la campagne et les livres, et il trouvait l'essentiel de son plaisir à satisfaire ces goûts-là. Tout ce dont il était redevable à sa femme était le divertissement que son ignorance et sa bêtise lui procuraient.
Ce n'est pas le genre de bonheur qu'un homme attend généralement de son épouse, mais lorsque les autres sources de plaisir viennent à manquer, le vrai philosophe a la sagesse de jouir de celle qu'on lui offre. Élisabeth n'avait cependant jamais été dupe de l'inconvenance du comportement de son père en tant qu'époux. Cela l'avait toujours peinée, mais comme elle respectait ses capacités et lui était reconnaissante de l'affection qu'il lui témoignait, elle s'efforçait d'oublier ce qu'elle ne pouvait pas ne pas voir et de chasser de son esprit ses manquements répétés à ses devoirs de mari, tout comme l'erreur tout à fait répréhensible qu'il commettait en exposant sa femme au mépris de ses propres enfants. Cependant, elle n'avait jamais ressenti avec autant de force qu'à présent les préjudices qu'un couple aussi mal assorti pouvait causer à sa progéniture, et elle n'avait jamais eu une conscience aussi aiguë des maux qui provenaient du mauvais usage des talents paternels. Car ceux-ci, utilisés à bon escient, auraient au moins pu préserver la respectabilité de ses filles, à défaut de pouvoir rendre sa femme plus intelligente. Et paf! Après ce bel éloge de Mrs. Bennet, revenons à l'intrigue. Après le fameux épisode du bal, le riche Darcy se forge une réputation de personnage austère et orgueilleux. Tout le comté est unanime, il se la pète un peu trop. Quelque temps plus tard, un régiment s'installe près de la ville la plus proche. Au détour d'une visite en ville, Élisabeth rencontre un jeune engagé, modeste et attentionné, qui s'est querellé par le passé avec Darcy au sujet d'un héritage. Sous le charme, Élisabeth prend le parti de l'officier et son aversion à l'égard de Darcy ne fait qu'augmenter. À chacune de leurs rencontres, elle se montre dédaigneuse et lui laisse entendre qu'elle en sait beaucoup sur lui. Et Darcy, qui n'a pas l'habitude qu'on lui résiste du haut de sa bonne naissance et de sa considérable fortune, tombe inévitablement amoureux d'Élisabeth, qu'il avait jugée au premier regard très commune. Se sachant un très bon parti, il finit par la demander en mariage en n'imaginant pas qu'il puisse essuyer un refus. Et là, ce n'est pas un simple râteau qu'il se prend, mais une vraie moissonneuse-batteuse avec l'âme en titane bien affûtée. Ça commence comme une volée de bois vert et ça se termine en lancer de tronc écossais. Le lendemain matin de ce violent règlement de compte, alors qu'Élisabeth fait une dernière promenade avant de rentrer chez elle, Darcy vient lui remettre une lettre où il répond à ses accusations et donne sa version des faits. Mais Élisabeth s'en tamponne l'oreille avec une babouche et rentre chez ses parents convaincue d'avoir raison. Et pourtant, à chaque nouvel événement qui se produit, le récit d'un Darcy égoïste et mauvais est de plus en plus dissonant. Beaucoup plus tard, alors qu'elle visite le château de Pemberley avec sa tante et son oncle, elle tombe sur lui par hasard. Alors qu'elle s'attend à un comportement prétentieux et cynique, il se montre prévenant et très chaleureux envers sa famille et elle-même, les invitant à pêcher sur ses terres et à venir dîner au château. Voilà de quoi donner à penser à notre fière héroïne. Ce soir-là, plus encore que le précédent, les pensées d'Élisabeth la ramenèrent vers Pemberley, et bien qu'elle lui parût longue, la soirée ne le fut pas assez pour lui permettre de déterminer la nature exacte de ses sentiments à l'égard d'un habitant bien précis de ce château. Elle resta éveillée 2 heures, s'efforçant d'y voir plus clair. Elle était certaine de ne pas le haïr. Non, cela faisait longtemps que la haine s'était dissipée, et cela faisait presque aussi longtemps qu'elle avait honte d'avoir éprouvé une réelle aversion à son égard. Les véritables qualités de Darcy, dont elle était convaincue et qu'elle n'avait d'abord reconnues qu'à contre-cœur, lui inspiraient un respect qui ne contrariait plus ses sentiments. Ce respect avait grandi pour prendre un tour plus amical, grâce au témoignage si favorable dont il avait bénéficié la veille et qui lui avait permis d'apparaître sous un jour si flatteur. Mais, au-delà du respect et de l'estime, il y avait par-dessus tout quelque chose chez elle qui la disposait favorablement à son égard et qu'elle ne pouvait ignorer, qui n'était autre que de la gratitude. Gratitude de l'avoir non seulement aimé autrefois, mais de continuer à l'aimer suffisamment pour lui pardonner l'irritabilité et l'animosité qu'elle avait mise pour lui dire non, ainsi que toutes les accusations injustes qui avaient accompagné ce même refus. Alors qu'il aurait dû, selon elle, l'éviter comme sa pire ennemie, il semblait, lors de cette rencontre fortuite, vouloir préserver leur relation à tout prix. Sans montrer indûment son attachement, et sans que son comportement révélât quoi que ce fût de circonstances qui ne concernaient qu'eux-mêmes, il cherchait à se faire bien voir de ses amis et mettait un point d'honneur à lui faire connaître sa sœur. Un changement aussi radical, chez un homme d'un tel orgueil,
ne lui inspirait pas que de l'étonnement, mais aussi de la gratitude. Car il fallait l'attribuer à l'amour et à un amour ardent. Et ce sentiment avait sur elle un effet qu'elle voulait encourager et qui était loin de lui déplaire, même si elle ne pouvait le définir avec exactitude. Elle avait pour lui du respect, de l'estime, de la reconnaissance, et elle se sentait réellement concernée par son bien-être. Elle ignorait seulement jusqu'à quel point elle souhaitait que ce bien-être dépendît d'elle, et si elle était prête, pour leur bonheur à tous les deux, à recourir au pouvoir qu'elle pensait avoir toujours sur lui, pour le pousser à demander une nouvelle fois sa main. Je vous laisse découvrir par vous-même la fin de l'histoire, qui ne manque pas d'obstacles ni de péripéties. Plus qu'un classique nous mettant en garde contre les apparences trompeuses, Orgueil et préjugés est un chef-d'œuvre que Jane Austen nous livre et une ode à ce qu'il y a de meilleur chez nos cousins d'outre-Manche. Elle nous évite la jelly à la menthe et le kitsch des sous-tasses à l'effigie de la reine pour se concentrer sur l'essentiel, en l'occurrence un esprit vif et un humour indéniablement british. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.